Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes que nous avons tous. Moi, j'en avais pas mal d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. Donc l'idée pour toi, c'est d'identifier toutes ces mauvaises habitudes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont elles qui t'empêchent de changer ta vie pour le meilleur, de changer ta vie de la manière dont tu aspires et de t'enrichir. Donc l'idée, c'est d'identifier ces 25 mauvaises habitudes que je vais partager avec toi pour améliorer ta vie et améliorer tes finances. Reste bien scotché parce que la 25e mauvaise habitude semble logique, basique, mais personne n'y pense. Moi, je vais te faire un rappel. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Luclas. Sur cette chaîne, je te parle argent, finance, budget, épargne, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à booster ton compte en banque et améliorer ta vie. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finance. Entrons dans le vif du sujet avec la première mauvaise habitude qui est contre-intuitive, mais très importante selon moi, c'est d'habiter dans une trop petite ville. Tu vas me dire, ouais, mais c'est marrant, mais ça, toi, tu habites en Guadeloupe, mais c'est pire. En fait, oui, mais il faut savoir que j'ai grandi en France, dans une ville moyenne plus, on va dire. D'autre part, je voyage beaucoup, pas que pour les loisirs, si tu vois ce que je veux te dire. Et troisièmement, la Guadeloupe n'est pas ma dernière destination. Si Dieu veut. Habiter dans une petite ville ne te donnera pas la chance ou les opportunités de rencontrer des personnes qui peuvent te conseiller, qui peuvent te driver, qui peuvent te donner ce petit coup de pouce dont tu as besoin, quel que soit le domaine dans lequel tu veux performer, quel que soit le domaine dans lequel tu veux t'améliorer. Effectivement, c'est plutôt dans les grandes villes, voire dans les moyennes villes, qu'on arrive à se créer un réseau intéressant de personnes avec lesquelles nous avons le même mindset, la même vision, pas forcément les mêmes objectifs, mais en tout cas la même énergie de changer nos vies et d'aller vers le meilleur. Habiter une trop petite ville, oui, c'est une mauvaise habitude. Deuxième mauvaise habitude à supprimer pour pouvoir changer ta vie et t'enrichir, c'est d'arrêter de te plaindre. En fait, quand tu te plains, tu attires, tu draines la négativité, tu draines la lourdeur, tu draines une sorte de léthargie qui fait que rien ne se passe, rien n'est mobile, rien ne bouge et c'est normal. Pourquoi? Parce que se plaindre, gémir, se lamenter, c'est négatif. Et ce qui est négatif ne peut pas attirer ce qui est positif. Les bonnes rencontres, les bonnes opportunités, les bonnes idées. La positivité n'a jamais attiré la négativité et la négativité n'a jamais attiré la positivité. C'est un match qui ne peut pas se faire. C'est plutôt des énergies contraires qui se repoussent. Troisième mauvaise habitude, c'est que tu n'as pas développé ou tu n'as pas encore développé ton intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est super important dans le sens où ça t'apprend les relations humaines, l'intelligence humaine et tout ce qui a trait aux émotions humaines. Comprendre et anticiper les réactions des gens va vraiment t'aider à adapter ton langage, adapter ton comportement. Il y a des choses que tu peux dire, mais que tu ne peux pas dire à n'importe quel moment. D'ailleurs, si je prends un exemple, tu peux dire la même phrase à deux personnes différentes. L'une acceptera parfaitement ce que tu diras et l'autre rejettera complètement ce que tu diras. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta phrase, ce sont les émotions personnelles de ces personnes qui font que l'une va encaisser et l'autre va rejeter. Être un bon communicant ou une bonne communicante va t'aider énormément à gérer tes relations personnelles, amicales, professionnelles en termes de business. Ça t'aide dans ta vie entière puisque nous sommes en permanence en interaction avec d'autres êtres humains comme nous-mêmes et on a besoin que ça se passe bien, à quelque niveau que ce soit.
L'un des facteurs que j'apprends aux clients que j'accompagne, notamment dans le domaine de l'immobilier, c'est de bâtir une relation saine et privilégiée avec son banquier dans le cadre d'un investissement immobilier, par exemple. Et là, l'intelligence émotionnelle entre de plein pied parce que on ne bâtit pas une relation saine avec un étranger lorsqu'on n'est pas capable de comprendre des leviers liés aux facteurs humains. Quatrième mauvaise habitude, c'est de boire de l'alcool. L'alcool nuit et les scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis bien des années, bien des décennies maintenant, parce que l'alcool est un facteur qui détruit la vie de millions de personnes chaque année. L'alcool rend malade, l'alcool tue et même sans arriver à ces extrémités-là, l'alcool a un pouvoir souvent insoupçonné ou méconnu de diminuer drastiquement ta motivation. C'est un poison qui attaque d'abord ton cerveau et ensuite tes organes. Des organes vitaux et essentiels comme le foie, les reins, etc. Garde-toi bien de boire de l'alcool parce que lorsqu'on a des accomplissements à produire, lorsqu'on a des rêves extraordinaires, lorsqu'on a une vie, un foyer, une entreprise, des projets à bâtir, on a besoin de motivation. L'alcool, c'est l'ennemi numéro 1 de la motivation. Cinquième mauvaise habitude, c'est de passer tout ton temps ou trop de temps sur les réseaux sociaux. Alors c'est comme l'alcool, sauf que les réseaux sociaux ne vont pas attaquer tes organes vitaux, mais ça va attaquer ton cerveau et ton temps. En réalité, l'utilisation excessive des réseaux sociaux va entraîner ce qu'on appelle une libération de dopamine dans le cerveau et cette dopamine est libérée sans qu'on ait à faire aucun effort particulier, ce qui n'est pas normal pour l'organisme. Pourquoi? Parce que la dopamine est sécrétée lorsqu'on a effectué une tâche, lorsqu'on est satisfait d'avoir accompli quelque chose, lorsqu'on se voit atteindre un but, réaliser un objectif. C'est une sorte d'émulation interne qui libère cette hormone. Elle est aussi appelée l'hormone du plaisir. Et du coup, quand tu libères anormalement et hors d'un cadre de gratification, on va dire, cette dopamine, le cerveau ne va pas la libérer au moment opportun, au moment où tu dois accomplir quelque chose, tu dois travailler sur un dossier, tu dois peut-être faire ton budget, tu dois peut-être rencontrer ton banquier, d'où une baisse de motivation. L'autre méfait des réseaux sociaux, c'est que ça va t'inciter de manière insidieuse à te comparer aux autres, à comparer ta vie à des standards d'autres personnes que tu connais même pas, mais qui ont une vie ou du moins qui te montrent une vie complètement éloignée de la tienne. Une vie trop éloignée de ta réalité et cela crée de l'anxiété. L'idéal pour toi, c'est que lorsque tu utilises les réseaux sociaux, de les utiliser comme producteur ou productrice et non pas comme consommateur ou consommatrice. C'est-à-dire que tu y vas pour une raison précise que tu dois déterminer à l'avance. Par exemple, te former, t'informer, faire certaines recherches. Si tu y vas pour des causes purement de distraction, c'est pas à 100% mauvais en soi. Simplement, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Donc, je t'encouragerais à mettre une application sur ton téléphone ou sur ton ordi si toi-même, consciemment, de manière réaliste, tu sais bien que tu es accro aux réseaux sociaux. Sixième mauvaise habitude à supprimer pour changer ta vie et t'enrichir, c'est d'arrêter d'être ou d'avoir une posture de victime. Il faut savoir qu'avant de commencer à te parler, ton interlocuteur va te scruter, va voir ton apparence, va te jauger. C'est très rapide, ça prend quelques secondes, mais tout le monde le fait. C'est-à-dire que avant de commencer à penser quelque chose d'une personne, on va la voir, on va voir ce qu'elle représente, on va voir ce que son image reflète. Et là, automatiquement, on se fait une image, une idée plus ou moins précise, pas forcément vraie, mais plus ou moins précise selon nos standards à nous, de la personne que nous avons en face de nous. Ça veut dire que ton attitude, ton comportement, ton aspect non verbal, ta gestuelle, ton physique,
physique, ton apparence, tes vêtements, ta coiffure, etc. en disent long sur toi à ton vis-à-vis, à ton interlocuteur. Et ça, c'est humain. Ce sont des codes que nous avons tous et que nous utilisons tous les uns envers les autres de manière souvent inconsciente et de manière consciente pour les gens qui sont formés. Je vais te citer deux personnages et tu vas essayer de les imaginer entrant dans une salle. Mais les imaginer du point de vue de leur posture, comment elles sont, mais elles ne parlent pas, d'accord? Donc on imagine un Barack Obama qui entre dans une salle avec énormément de personnes debout, là, en train de l'acclamer. Quelle est sa posture? Et on imagine un Pierre Palmade, par exemple, entrant dans une salle avec un parterre de journalistes qui tirent tous la tronche en le regardant s'avancer. À ton avis, quelle sera la posture de Barack Obama et de Pierre Palmade? Il y a fort à parier que l'un, bon, on le connaît tous, hein, on connaît sa gestuelle, on sait comment il fonctionne, comment il est. Barack Obama, quand il avance, quand il est en public, je ne sais pas si c'est comme ça en privé, mais à mon avis, ça doit être oui, il arrive toujours droit, bien droit, le dos bien droit, le menton relevé, souriant, décontracté, avec une sorte de démarche chaloupée. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu marcher, mais c'est très félin en fait de regarder Barack Obama marcher. Il y a quelque chose d'un peu animal dans sa façon d'évoluer, et je pense qu'il a ça à la base naturellement, mais il a dû le travailler parce que c'est de la posture, c'est de la gestuelle, ça fait partie du langage corporel non verbal. Maintenant, un Pierre Palmade, avec tout ce qui s'est passé dans sa vie récemment, va pas arriver comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, soit il va pas se déplacer en public, ou soit s'il est tenu de se déplacer en public, par exemple dans le cadre d'un procès ou je ne sais trop quoi, il va pas arriver la tête haute, le torse bombé, avec la démarche chaloupée. Non, ça sera plutôt une attitude où le front va aller plutôt vers le thorax, le dos sera voûté ou légèrement voûté, le regard plutôt vers le bas. Ces deux attitudes corporelles différentes qui vont inspirer des choses complètement différentes en termes de ressenti, en termes d'analyse et en termes de jugement aux personnes qui les regardent. Donc, être victime ou avoir le comportement d'une victime par rapport à son attitude, ça n'aide pas, ça ne t'aide pas. Il n'y aura aucun sauveur du style Spider-Man ou Iron Man ou Ant-Man, tout ce que tu veux en man, qui viendra te sauver. Septième mauvaise habitude, ce sont les jeux vidéo. Alors ça rejoint également les réseaux sociaux et l'alcool. C'est addictif. C'est d'autant plus addictif qu'on se retrouve immergé, vraiment immergé dans un monde virtuel. C'est à bannir, on n'est pas dans la réalité, ça draine le cerveau dans une mauvaise direction, une mauvaise orientation. Pareil, ça libère de la dopamine, en veux-tu, en voilà, au fur et à mesure qu'on fait des combats, qu'on réussit des victoires, etc. Mais ce sont des victoires inutiles. En fait, on a besoin de cette dopamine libérée pour de vraies victoires dans notre vie, pas dans un monde imaginaire ou dans un monde irréel. Huitième mauvaise habitude, c'est de laisser les autres décider à ta place. Beaucoup trop de personnes basent leur vie sur des attentes extérieures, des attentes de la société, de leurs parents, de leurs amis, des médias, de leur mari, de leur femme, enfin bref, c'est désastreux. Tu connais sûrement des lignées de membres d'une même famille, de père en fils, ils sont tous médecins, notaires, avocats, pédiatres, enseignants, enfin bref. On pourrait se demander, est-ce un vrai choix ou est-ce plutôt un diktat impulsé et martelé par les parents? Je me rappelle l'un de mes amis qui cartonnait en radio. Il avait une super voix. Lui, il était fait pour faire de la radio. Et il n'arrêtait pas de me tanner pour que je vienne faire des essais pour travailler en radio. Il me tannait, il me prenait la tête. Mais en fait, c'était basé sur l'amitié. Et si j'avais accepté de faire ces bouts d'essais, alors que bon, franchement, c'était vraiment pas mon truc, eh bien, cette décision aurait été motivée non pas par un désir vraiment que j'avais, mais sur la base de l'amitié. Il est temps, mon ami, que
tu prennes ta vie en main et que tu reprennes possession de tes propres décisions. 9e mauvaise habitude à supprimer pour changer ta vie et t'enrichir, c'est mentir. Non mais mentir. C'est-à-dire que beaucoup d'adultes, je ne parle pas d'enfants, parce que pour les enfants, on va dire que c'est un processus presque obligatoire pour se confronter à l'autorité, à ce qui est bien, ce qui est mal, les limites, etc. Des adultes qui mentent. Je considère que c'est un fléau. Les gens mentent pour un oui, pour un rien, sans aucune raison, juste par réflexe ou par mauvaise habitude. Il faut savoir qu'un parent qui ment génère des enfants, donc de futurs adultes qui mentiront. C'est obligé. Quand un parent, par exemple, quelqu'un toque à la porte et on sait que c'est peut-être la voisine ou des gens qu'on n'a pas envie de recevoir, le parent envoie l'enfant ouvrir et dire « Maman n'est pas là, papa n'est pas là, papa fait la sieste », bref. En fait, c'est désastreux, mais on s'en rendra vraiment compte que quelques années plus tard. Quand tu demandes à quelqu'un, et moi ça m'est déjà arrivé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je travaillais à Air France. Et finalement, tu t'aperçois que cette personne n'a jamais travaillé à France. En fait, c'est un de mes cousins qui me dit « Ah, mais tiens, tu connais telle personne, elle travaille dans telle boîte. » Je dis « Non, ça me dit rien. »« Ah, si, je la connais, c'est une bonne amie à moi, elle travaille là, elle vient d'être embauchée et tout. » Bref. C'est resté et quelques temps après, je demande à quelqu'un justement de la fameuse boîte en question, est-ce qu'il y a telle personne qui travaille dans cette société? Et en fait, on me répond oui, effectivement qu'elle travaille dans cette société, mais qu'elle est femme de ménage employée par une entreprise externe. Non mais, quel est l'intérêt? Les gens je sais pas, les gens ont vraiment envie qu'on les considère pour ceux qui ne sont pas. Mais ça n'a pas de sens en réalité. Il faut bien qu'on te considère pour ce que tu es. Pourquoi on va aimer une fausse version de toi qui n'existe pas? Finalement, de toute manière, tôt ou tard, le poteau rose sera découvert et tu perdras tout. Si tu as eu le temps de commencer à bâtir des relations, tu les perdras. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ment. Ce n'est pas possible. Les gens qui mentent, souvent, le font pour obtenir des actions, des faveurs, de la reconnaissance qu'ils auraient normalement pu avoir par leurs efforts, leurs actions et leur travail. C'est une sorte de faux plan B, un faux plan de facilité qui consiste à duper autrui pour te faire passer ou te faire briller dans un domaine dans lequel tu n'es pas du tout. Ça peut marcher sur le court terme. Par contre, ça ne marche jamais sur le long terme, voire même sur le moyen terme. Le mensonge, c'est la facilité de ceux qui manquent de confiance en eux. Aussi simple que ça. Le menteur ment toujours, il ment toujours de plus en plus et finalement, tout le monde le sait. 10e mauvaise habitude, c'est de mal s'habiller. Alors ça revient, l'habitude numéro 6, parce que la tenue vestimentaire est un levier premier lorsque tu t'adresses à quelqu'un. On voit sans forcément décortiquer, ah, elle a un bouton comme ça et l'autre bouton, il dit non. Mais on a une image qu'on va se faire globale, une image générale de la personne. Et être mal habillé, ça donne un signal négatif, c'est pas bon. L'apparence, c'est une sorte de curseur que nous utilisons tous, et je dis bien tous, pour jauger, sous-peser quelqu'un, d'autant plus lorsque nous ne connaissons pas cette personne. Et je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, alors pas forcément en commentaire, parce que dans les commentaires, c'est plutôt des messages bienveillants, et d'ailleurs, je remercie tous ceux et toutes celles qui me laissent des commentaires, mais peut-être que dans la tête de certaines personnes, elles vont se dire, ouais, mais l'habit ne fait pas le moine. Ok, c'est ce qu'on dit.
L'habit ne fait pas le moine. Maintenant, il peut y avoir deux voleurs qui arrivent, et d'ailleurs il y a des études qui ont été faites à ce sujet. Deux voleurs qui se présentent à toi, mais tu ne sais pas que ce sont des voleurs. Il y en a un qui arrive vraiment sale, crado, t-shirt pas propre, la mine défaite, les cheveux usures, enfin bref, une mine pas possible. Je suis pas sûre que tu vas spontanément vouloir te rapprocher de lui. Si l'autre arrive, costume, cravate, petite mallette à la main, c'est un voleur. Mais s'il te demande un renseignement, tu vas pas fuir. L'autre, tu vas peut-être pas fuir, mais tu vas reculer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc quand on dit que l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai. Mais l'apparence compte énormément et c'est comme ça. Les Américains ont fait une étude dans une grande gare, donc c'est Grand Central à New York, et ils ont pris une personne, donc un acteur, qui demandait de l'argent aux passants dans le train, les gens qui passaient leur ticket là pour accéder au quai. Donc il demandait de l'argent aux gens en disant qu'il avait oublié son porte-monnaie chez lui et qu'il avait besoin de retourner, mais qu'il n'avait rien, donc c'était compliqué. Et ils demandaient $1 ou $2. Et en fait, ils ont fait le même scénario avec le même acteur, mais vêtu de deux manières différentes. Dans un premier cas, il avait un jean, des baskets et un t-shirt. Tu vois, pas crado, mais simple. Et dans l'autre cas, il avait costume, chemise blanche, cravate, et il s'adressait aux gens. Et bien, dans le deuxième cas où il était en costume cravate, il a récolté 10 fois plus d'argent. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que s'habiller mal, ça envoie un mauvais signal. C'est comme ça. Il n'y a pas trop de débat. C'est des capteurs que nous avons, c'est des codes que nous utilisons face à quelqu'un qui nous adresse la parole ou que l'on voit. Enfin bref, quand quelqu'un s'habille mal, notre cerveau va automatiquement le catégoriser. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est de t'adapter, de regarder un peu les gens qui s'habillent bien selon un style qui te plaît bien, d'aller essayer le même style de vêtements, de regarder si ça te convient, si ça te va, et de faire ta garde-robe de manière à toujours être correctement vêtu. Correctement vêtu ne veut pas dire s'habiller cher, ça n'a rien à voir. 11e mauvaise habitude, c'est ne pas gérer tes émotions. Alors, 90% des gens prennent des décisions basées sur les émotions. Et ça, c'est dramatique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend des décisions basées sur les émotions, la plupart de ces décisions-là ne seront pas de bonnes décisions en réalité. Nous, les êtres humains, nous avons la faculté, et c'est ce qui nous distingue de l'espèce animale, végétale, d'utiliser notre rationalité, d'utiliser notre cerveau rationnel. Par exemple, tu veux manger une glace, mais tu es dans une période où tu surveilles ton alimentation, tu te diras probablement non à la glace parce que ça va foirer la diète que je mène en ce moment. En fait, tu vas différer l'émotion, le plaisir que tu vas avoir de déguster une bonne glace, et tu vas te recentrer sur ta logique et le côté rationnel qui est en toi pour dire non, la glace n'a pas sa place. Par exemple, moi hier, en début d'après-midi, j'avais super envie de manger des noix. Et donc, je suis allée dans le placard, j'ai pris un sachet de noix, je me suis assise sur le fauteuil, prête à savourer mes noix. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais Priscilla, tu viens de déjeuner, t'as pas besoin de manger des noix. Raisonnement rationnel. Donc du coup, je suis allée déposer le sachet dans le placard. Quand tu es sous le coup d'une émotion, quelle qu'elle soit, la colère, la tristesse, ça peut être aussi la joie, hein. C'est pas toxique que pour les émotions négatives, parce que si tu es dans une sorte d'euphorie, de joie, parce qu'on vient de t'annoncer une bonne nouvelle et tu dis, ah mais toi, tu m'avais demandé de te prêter 500 €, demain, viens, passe les chercher, je te les donne. Mais en fait, tu dis oui à une personne parce que tu es sous le coup de la joie. C'est une émotion pareille. Donc, lorsque tu es sous le coup d'une émotion, quelle qu'elle soit, la première chose, c'est de reconnaître
que là, tu n'es pas en rationalité, tu es sous le coup d'une émotion. C'est normal, nous sommes dotés d'émotions, nous sommes des êtres humains, on a des émotions, elles ont leur place. Mais il faut savoir reconnaître l'émotion que l'on vit au moment où on la vit. Deuxièmement, tu attends que l'émotion soit passée. Et troisièmement, ce n'est qu'après que tu agis. Il y a peut-être une phrase qui peut t'aider, qui pourra t'aider si tu la retiens, c'est que les émotions sont passagères, mais les conséquences sont éternelles. 12e mauvaise habitude à supprimer pour changer ta vie et commencer à t'enrichir, c'est de parler doucement. De parler trop doucement. Moi, on m'a souvent dit, voire reproché, que je parlais fort. Mais sincèrement, je pense que les gens qui me disaient ça se sont fatigués parce que ça n'a jamais rien changé. Pas même baisser d'un volume. D'ailleurs, même quand je parle, en fait, ça m'arrive de parler doucement. Et justement, quand je parle doucement, les gens disent, mais pourquoi tu parles aussi doucement? Il faut savoir que quelqu'un qui parle doucement, en fait, ce qu'il dit n'est pas pris en valeur, c'est pas pris en compte. Ce qu'il dit ne compte pas. On aura tendance à plus facilement lui couper la parole, comme si ce qu'il disait n'était pas vraiment important. 13e mauvaise habitude, penser à court terme. Ça, c'est une mauvaise habitude hyper répandue. C'est-à-dire qu'on pense à ce qui nous ferait plaisir, là, tout de suite, ou dans une heure, ou là, dans la journée. Mais on ne pense pas à moyen terme, encore moins à long terme. Et du coup, les gens qui n'ont pas pris l'habitude de penser, non pas immédiatement, mais plutôt pour les semaines à venir, les mois à venir, mais ce sont ces mêmes personnes-là qui vont se bourrer la tronche dans une fête, passe-moi l'expression, plutôt que de réviser leurs examens. Ce sont ces personnes-là qui vont aller faire du shopping ou du lèche-vitrine juste pour passer le temps, alors qu'elles pourraient utiliser ce même temps à chercher un side hustle, un job d'appoint. Ou alors, elles vont s'affaler sur Netflix plutôt que de bosser sur leur projet immédiat, un projet qui leur tient à cœur ou sur leur business. Mon ami, ce n'est qu'en pensant à long terme que tu pourras te créer une vision, faire corps avec cette vision et te fixer des objectifs dépendamment de cette vision. 14e mauvaise habitude, ne pas tenir ses promesses. C'est un peu comme le mensonge, hein? C'est répandu aussi, mais généralement, les gens qui mentent ne tiennent pas leurs promesses. Et les gens qui ne tiennent pas leurs promesses ont tendance à mentir. C'est assez lié. Ne pas respecter ses engagements, c'est une des pires mauvaises habitudes qu'un être humain puisse avoir. Ça crée une super mauvaise réputation auprès des gens et aussi auprès de cette personne-là. Si tu te dis à toi-même que tu vas faire quelque chose, mais que à chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose, finalement tu fais jamais, mais en fait tu sauras que quand tu annonces que tu vas faire quelque chose, mais en réalité tu te mens à toi-même. Donc tu te fais pas confiance à toi-même. Tu sais déjà que c'est mort. Mais ça c'est le pire en fait. C'est grave parce que ta parole ne doit pas être comme du vent ou comme de l'eau qui coule en plein désert. Ta parole n'a pas de poids, ce que tu dis ne sert à rien. Enfin bref, c'est catastrophique, ça n'a pas lieu d'être. Si tu as tendance à être comme ça, je te donne un truc. Ne dis que ce que tu es sûr de faire. Si tu as le moindre doute, le moindre petit doute, ne dis rien plus tôt. Et ce, même s'il s'agit de petites actions. 15e mauvaise habitude, négliger ta santé. Tu ne fais pas de sport, tu te négliges, ton hygiène n'est pas top, tu manges mal. C'est comme si tu prenais une belle rose, que tu la plongeais dans la boue et que tu te mettais à la respirer. Ça n'a pas de sens parce que ton corps, c'est comme un véhicule dont tu dois prendre soin, tu dois l'entretenir parce que c'est ce corps qui te permettra, s'il est en bonne santé, d'accomplir tous tes rêves. Si tu prends soin de toi, de ta santé et de ton physique, tu verras à coup sûr les améliorations dans ta vie tout entière. Ça, c'est obligé. 6e mauvaise habitude, être flemmard ou flemmarde. C'est sûr que cette mauvaise habitude-là va te demander un effort, un certain effort pour pouvoir passer au-dessus. Donc, le petit truc que je peux te donner pour t'aider, c'est de te demander, de te poser la
question pourquoi tu dois faire ou pourquoi tu veux faire ce pourquoi tu as la flemme. Et la réponse à cette question va sûrement t'aider à passer à l'action. 17e mauvaise habitude à supprimer pour changer ta vie et t'enrichir, c'est de ne pas prendre tes responsabilités. Peut-être qu'en fait tu as tendance à toujours trouver des excuses, à blâmer les autres, à rejeter la faute sur les autres, que ce soit le gouvernement, tes parents, ta famille, tes amis, ton boss, que sais-je. En fait, même si tu te trouves tous les bourreaux du monde, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, personne ne viendra jamais te sauver. Pourquoi? Parce que la seule personne capable, je dirais même la seule personne digne et légitime de te sauver, c'est toi-même. La seule personne qui sera toujours là à 100% avec toi pour t'aider à tes côtés, c'est toi. Mais tout ça, ce ne sera possible que si tu reprends tes responsabilités en main. Parce que ce n'est qu'en ayant tes responsabilités bien prises que tu reprends le contrôle. Et quand tu reprends le contrôle de ta vie, tu reprends et tu récupères ton pouvoir. 18e mauvaise habitude, dépenser tout ce que tu gagnes. C'est le genre de personne pour qui tout ce qui entre doit sortir. Alors que je te rappelle, mais ça tu le sais si tu me suis déjà depuis un moment, c'est que tu dois épargner au minimum, et je dis bien au minimum 10% de tes revenus. 19e mauvaise habitude, toujours être persuadé, être profondément convaincu, ne jamais rien remettre en doute, ne jamais rien remettre en question. C'est comme s'il y avait une sorte de vérité universelle que tu étais le seul ou la seule à détenir. Enfin, tu te rends compte que c'est pas possible, tu t'en rends compte. En vrai, nos vérités, nos propres vérités sont sans cesse remises en question par la vie, par les expériences, par la modernité, par le fait que le monde avance. Et c'est ça le principe de vie. Il n'y a pas de certitude absolue. La vérité universelle n'existe pas. D'ailleurs, à une certaine époque, on a tous appris ça en cours d'histoire. On pensait que la Terre était plate, comme une omelette. On a aussi pensé qu'en l'an 2000, il y aurait un Big Bang, qu'en 2012, il y aurait un Big Bang. En 2012 ou en 1990, je ne sais même pas. Il y a tellement de vérités qui sont arrivées comme ça où les gens étaient convaincus, ils étaient persuadés. Bon, en fait, il y a eu zéro Big Bang, donc je pense que le fait qu'il n'y ait eu aucun Big Bang a remis les idées en place. Mais en fait, on est souvent confronté à ça. Hein. Pour ma part, je crois qu'en évitant d'avoir des convictions inébranlables où tu es campé dessus, tu n'en démords pas, ça t'ouvre à la connaissance. Maintenant, attention, hein. Quand je parle de ça, je ne parle pas de spiritualité ou de croyances religieuses. Là, c'est un autre domaine. 20e mauvaise habitude, la procrastination. Oui, je sais que c'est pas forcément évident. De toute façon, on a tous une propension à plus ou moins procrastiner. Simplement, il y a des gens qui procrastinent sans fin, en fait. C'est-à-dire qu'ils commencent à procrastiner, mais ça ne s'arrête jamais. Tu peux procrastiner, mais à un moment donné, il faut bien faire les choses. Il faut bien faire ce que tu as à faire, sinon rien ne se passe. Il y a un livre qui pourra t'aider, c'est Comment avaler le crapaud. Enfin, je te mettrai une image dans la vidéo. Et ce livre t'explique comment éviter de procrastiner, notamment sur les choses importantes, les tâches importantes ou les objectifs importants à accomplir dans une journée. L'auteur explique que l'idée, c'est de faire ces tâches importantes en priorité, c'est-à-dire dès le matin. Quand on parle de procrastination, en réalité, le plus dur, c'est de commencer parce que, en fait, une fois que tu as commencé, tu continues. Je vois par exemple, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes samedi, et je me disais, bon, j'ai un meeting en milieu d'après-midi, donc je ferais bien la vidéo, je tournerais bien la vidéo après le meeting. Mais en même temps, j'avais envie d'aller faire les courses. Donc je me disais, j'ai un peu la flemme, tu vois. Je sentais que j'allais commencer à procrastiner sur cette histoire de tourner les vidéos. Donc je me suis dit, écoute, c'est le matin, il est encore tôt, tourne les vidéos, comme ça ce sera fait, et puis après tu vas gérer ton après-midi comme tu voudras. 21e mauvaise habitude, négliger son sommeil. Le
sommeil. Alors le sommeil, là, c'est un sujet incroyablement important. Il y a un livre que je lis actuellement sur le sommeil et ce livre-là, il a été écrit par un docteur, un professeur américain qui a passé sa vie entière à faire des recherches sur le sommeil. C'est Pourquoi nous dormons, ce que la science nous révèle pour mieux dormir, du docteur Matthew Walker. Le sommeil, c'est capital. Donc, négliger son sommeil conduit à des déficiences de l'ordre de la concentration, des déficiences neurologiques, également un accroissement du niveau d'anxiété, une variabilité de l'humeur, des troubles de l'humeur, des maladies et raccourcir son sommeil chaque nuit raccourcit la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Je t'invite à ne pas écouter ce qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu veux lancer un business, tu veux changer ta vie, tu veux t'enrichir, tu veux devenir millionnaire, ne dors que 4 heures par nuit. Mon ami, tu vas devenir riche, c'est vrai, mais tu vas devenir riche pas longtemps en fait. Soit tu vas utiliser ton argent parce que tu en auras bien besoin pour aller te faire soigner, ou alors, ça va revenir à tes enfants. Le sommeil, c'est capital. Il y a des études, bon, j'ai pas encore fini, donc j'en apprendrai sûrement encore plus. Il y a des études qui démontrent maintenant que la maladie d'Alzheimer est liée à un mauvais sommeil, des troubles du sommeil. Un être humain doit dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Alors ceux qui, au lieu de dormir 8 heures, dorment 4 heures, voilà, tout ce bullshit lié au fait qu'il faut peu dormir pour accomplir ses rêves, c'est n'importe quoi. Tu n'auras jamais de productivité si tu n'as pas bien dormi. 22e mauvaise habitude à supprimer pour changer ta vie et t'enrichir, c'est de ne pas apprendre de tes erreurs. La vie est faite comme ça. Je dirais même que la vie est faite pour ça. On commet des erreurs, on en tire une leçon, on corrige et on avance, on fait mieux la prochaine fois. C'est toujours le même cycle. Mais alors, l'idée, c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas qu'une erreur n'est pas faite pour être reproduite. Donc, ils la reproduisent sans cesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à repérer l'erreur, à en tirer une leçon, à apprendre de cette erreur pour pouvoir faire mieux la fois prochaine. Regarde les gens qui fument par exemple. Ils fument toute une vie et c'est quand ils ont un cancer qu'ils arrêtent de fumer. Mais en fait, arrêter de fumer, c'est arrêter de fumer. Arrêter de fumer en 2023 et arrêter de fumer en 2025, c'est toujours arrêter de fumer. Pourquoi arrêter quelque chose de néfaste et de nocif que tout le monde sait au moment où le coup près est tombé et que la vie est en danger? C'est parce que ces personnes-là ne savent pas tirer les leçons des erreurs. Commencer à fumer, c'est une erreur. Mais est-ce qu'on blâme les gens pour ça? Mais non, personne n'est à blâmer, personne n'est à juger pour ces erreurs. Nous en faisons tous. Par contre, continuez, répéter inlassablement la même erreur. Là, tu te dis, non, mais excuse-moi, il y a peut-être un truc que tu n'as pas compris ou je sais pas, tu n'aimes pas ta vie, enfin, il y a un truc... Quand tu regardes par exemple l'histoire de Florent Pagny, en fait, il a fumé. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je t'assure. Ce gars-là, je l'aime énormément parce qu'il a un franc-parler que je kiffe. Moi, j'aime les gens qui sont bruts, sincères, qui disent ce qu'ils pensent, respectueux. Hein, parce que s'il n'y a pas de respect, c'est pas possible. Donc, mais il est cash. Et moi, j'aime les gens qui sont comme ça, les tempéraments cash. Et en fait, il explique que, oui, il a toujours fumé toute sa vie. On lui a trouvé une tache sur un de ses poumons, je crois. Là, il a arrêté de fumer. Mais en fait, il a fumé toute sa vie. Et il explique, hein. Lui, par contre, il explique tout ça de manière très rationnelle. En coin, Florent Pagny garde sa franchise habituelle pour annoncer la mauvaise nouvelle. Je me suis retrouvé il y a une semaine, avec une énorme quinte de tout. J'ai quand même vite été faire un aller-retour à Buenos Aires pour faire des images. Et en fait, les images, elles sont pas terribles. Donc, dans 3 jours, je rentre à Paris. Et il y a un ganglion qui a fixé. Et ce qui fait qu'il y a des risques de métastase. En fait,
je pense qu'il a une sorte d'humilité parce qu'il cherche pas, c'est pas une victime en fait. Il cherche pas de bourreau, il dit pas c'est l'État qui m'a encouragé à fumer, c'est les problèmes que j'ai eu avec le fisc qui m'ont encouragé à fumer. À aucun moment il dit ça. Quand il raconte son parcours, tu te dis juste, Florent, mais l'erreur dont tu t'es aperçu là par rapport au corps médical, tu le savais avant. Tu vois, sans jugement, et c'est pas du tout une histoire de jugement. C'est juste un peu de bon sens pour qu'on sache tous et toutes ce qui est bon pour nous et pour qu'on puisse tirer le meilleur de ce que la vie a à nous offrir en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, partage-moi ton avis et ton opinion en commentaire. Je t'attends. J'aimerais bien savoir ce que tu penses de cette mauvaise habitude qui est de ne pas tirer les leçons de nos erreurs. 23e mauvaise habitude, prendre des décisions sans réfléchir. Ça revient un peu à l'histoire des décisions émotionnelles et des décisions rationnelles. Tu peux prendre des décisions de deux manières. Soit sous le coup des émotions, je t'en ai parlé tout à l'heure, ou soit en pesant le pour, le contre, en jaugeant un peu la situation, en prenant conseil auprès de personnes dont tu es sûr qu'elles vont pouvoir t'aider, qui sont soit expertes dans ce domaine-là, ou soit qui ont une expérience, et ensuite tu prends ta décision. C'est important de prendre tes décisions de manière saine et sereine parce que rappelle-toi que toutes les décisions que tu prends, et je dis bien toutes les décisions que tu prends, ne serait-ce que de lire un livre, n'importe quel livre, ça a un impact à court, moyen et long terme sur ta vie. Par exemple, si j'avais pris, au lieu de lire ce livre-là, si j'avais pris la décision de lire un autre bouquin, une BD ou un manga, bon, j'aime pas ça, mais c'est un exemple super éloigné pour que tu puisses comprendre, mais en fait, je ne pourrais pas te partager toutes les informations que je connais maintenant à propos du sommeil. Je n'aurais pas pu étayer les connaissances que j'avais déjà sur le cerveau et sur le sommeil. Je peux mieux en parler et je peux t'en apprendre davantage. 24e mauvaise habitude, c'est de ne jamais négocier. Ouais, je sais. C'est relou, c'est chiant, on n'aime pas. Mais négocier, surtout lorsqu'on est en affaires, c'est capital. Ne sois pas de ceux, à chaque fois qu'on t'annonce un prix, tu payes et puis tu poses pas de questions. En fait, tu perds de l'argent. Quand tu négocies un tarif, on te fait toujours une ristourne. Moi, je travaille avec beaucoup d'artisans, de prestataires, que ce soit des menuisiers alu, des plombiers, des peintres, des carreleurs, etc. À chaque fois qu'on m'envoie un devis, je le négocie tout le temps. Quand tu négocieras ou quand tu apprendras à négocier, tu gagneras beaucoup d'argent et plus que tu ne le penses et partout. 25e et dernière mauvaise habitude à supprimer pour changer ta vie et t'enrichir, c'est de sortir de ta zone de confort. Je te l'avais dit. Ça, c'est simple, mais personne ne le fait. Ta zone de confort, c'est ta zone d'habitude. C'est là où tu vas bien, là où tu es confortable, tu es cool, tu es zen, tu kiffes la vie. Mais en gros, tu maîtrises, tu gères. Donc, quand tu maîtrises et tu gères, ta vie, en fait, elle ne bouge pas. Il n'y a rien qui change. Sortir de ta zone de confort, c'est inconfortable, oui, et c'est normal. Mais c'est là où tu grandiras. C'est là où tu pourras atteindre de plus grands objectifs. C'est là où tu seras en mesure de te dépasser et d'accomplir tes rêves. Et le plus beau dans tout ça, et souvent on oublie de le dire, et j'espère que ça va t'encourager, c'est que ta zone d'inconfort qui est si inconfortable, cet inconfort en réalité n'est que temporaire. Parce que très vite, ça deviendra ta nouvelle zone de confort. Et au bout d'un moment, il faudra continuer et aller de l'avant. Sortir de cette nouvelle zone de confort pour aller vers une autre zone d'inconfort. C'est la vie. Voilà mon ami, j'en ai terminé avec ces 25 mauvaises habitudes que je tenais absolument à partager avec toi parce que je tiens à ce que tu puisses changer ta vie et également t'enrichir. Dis-moi en commentaire lesquelles de ces mauvaises habitudes te concernent, dans lesquelles tu t'es reconnu. En bref, j'ai hâte de te lire. À liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi
dans tes groupes WhatsApp, Facebook, dans ta famille, etc. Parce que tous les conseils que je te prodigue, ça va sûrement aider 1, 2 ou 3 personnes autour de toi. Abonne-toi mon ami, abonne-toi parce que cette chaîne c'est la tienne. Tu peux me retrouver sur Instagram sur L7 Finance, tu pourras m'y suivre. Autrement, on se retrouve mercredi et samedi ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.